tout le monde. Du coup, je vais vous présenter le début de mon oral de thèse. Donc, pour l'instant, on n'est que sur un brouillon. Je m'excuse par avance, j'ai un peu le nez bouché. Donc, ma thèse, elle a été réalisée sous la direction d'Ariel Cissot et Nathalie Blanc. Et je travaille sur la littérature de jeunesse pour évaluer les capacités inférentielles des enfants de grande section CP et CE1. Et notamment sur les apports et réflexions méthodologiques qu'on peut avoir. Donc, cette thèse, elle est partie du constat qu'encore aujourd'hui, il y a des lycéens et des adultes qui ne savent pas lire. Mais quand on dit qu'ils ne savent pas lire, en fait, on dit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce que la lecture se divise en deux processus. Le processus du déchiffrage, donc là c'est la lecture pure, c'est le fait qu'on reconnaît les lettres et en les mettant ensemble, on fait des syllabes et des mots. Et le processus de compréhension. Donc là c'est quand on donne du sens à ces mots et à ces phrases, et donc on comprend ce qu'on est en train de lire. Donc ce processus de compréhension, lui-même, il se divise en 3 sous-processus. Le premier qui est la conscience structurale. C'est le fait de connaître la structure narrative d'un récit, et donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Ensuite, il y a l'auto-évaluation ou la métacompréhension. Donc ça va être tout ce qui nous permet de détecter les incohérences, de vérifier qu'on fait bien attention à ce qu'on est en train de lire, etc. Et enfin, il y a la production d'inférences. Donc nous, dans le cadre de cette thèse, on s'est focalisé sur la production d'inférences. La production d'inférences, c'est le fait de combler les informations implicites d'un texte à l'aide des informations textuelles et explicites et de nos connaissances personnelles. Par exemple, si je vous dis « le bonhomme est tout rouge et écrit très fort », vous avez tous compris qu'il était en colère, pourtant je n'ai pas dit explicitement « le bonhomme est en colère ». La production d'inférences, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles d'inférences. Il y a les inférences de cohésion et il y a celles de cohérence. Alors là, vous venez de faire une inférence de cohésion en comprenant que quand je vous ai dit qu'il y avait celle de cohérence, vous avez compris que celle, c'était une inférence. Et les inférences de cohérence, c'est le bonhomme tout rouge qui est en colère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que nous, on se focalise uniquement sur les inférences de cohérence. Et la production d'inférences, c'est un processus qui lui-même dépend d'autres processus sous-jacents. Principalement les connaissances personnelles qu'on a. Donc pour savoir que le bonhomme tout rouge est en colère, il faut savoir que la colère se traduit par le fait d'être tout rouge. Ensuite, il y a le niveau de vocabulaire. Il faut savoir que par exemple, rouge, c'est une couleur qui renvoie à l'état du personnage. Il y a notre niveau de mémoire. Donc plus on a des capacités mnésiques hautes, plus nos capacités inférentielles sont fortes. Et il y a nos habiletés langagières générales, donc tout ce qui va être la littératie, la connaissance orthographique, grammaticale, etc. Donc le processus d'inférence, il faut savoir qu'il se développe avec l'âge. Dès 3 ans, on voit que les enfants sont capables de produire des inférences. Et ce processus, il va augmenter tant en quantité qu'en qualité avec l'âge. Il faut savoir aussi que du coup, les capacités d'un enfant à 3 ans vont être prédictives de ses capacités à 18 ans. À savoir également qu'il y a aussi des différences interindividuelles. On voit entre des enfants du même âge des différences. Il y aurait des enfants qu'on dirait bons compreneurs et des enfants mauvais compreneurs. Donc là, on ne prend pas du tout en compte le déchiffrage. On parle uniquement de la compréhension. Et ces enfants bons compreneurs et mauvais compreneurs, ce qu'on a vu, c'est que généralement, ils se différencient principalement sur le processus de production d'inférence. Du coup, tout ça, ça nous amène à nous dire qu'il est important d'évaluer au plus tôt les capacités inférentielles des enfants pour pouvoir venir aider les mauvais compreneurs dès le plus jeune âge, avant que les difficultés s'installent. Donc, maintenant, on va voir comment évaluer les capacités inférentielles. Quels sont les outils, les méthodes qui sont déjà disponibles. Donc, ce qu'on a vu, c'est que au niveau de la littérature, il y a 3 manières d'exposer un enfant au récit. Soit on lui donne des images et l'enfant crée l'histoire, et c'est comme ça qu'on évalue sa compréhension. Soit on lui donne des textes très courts et on évalue la production de l'inférence juste à ce moment-là, donc ces 3 lignes qui ont été créées par l'expérimentateur. Soit on utilise des récits longs, issus directement de la littérature jeunesse. Nous, c'est le choix qu'on a fait dans cette thèse, parce que c'est un choix qui nous paraît le plus pertinent par rapport aux enfants, parce que c'est un choix le plus écologique possible. C'est-à-dire que les enfants ont l'habitude d'entendre ou de regarder des récits narratifs, soit par des livres avec les parents ou les enseignants, soit par les dessins animés. Et donc, le processus inférentiel, c'est dans ce cadre-là qui nous intéresse. Ensuite, se poser la question de la présentation de ce récit. Là, on voit 2 manières de présenter. Une présentation dite segmentée et une présentation dite complète. En gros, là, c'est la question de à quel moment, justement, on va poser les questions de compréhension.
Donc dans une présentation segmentée, on est dans une évaluation directe ou online, c'est-à-dire qu'on évalue l'inférence au moment où elle apparaît. Donc on arrête le récit et on demande à l'enfant de répondre. Alors que dans une présentation complète, on pose toutes les questions à la fin. On donne le récit en entier et à la fin, l'enfant répond à toutes les questions. Nous, on a pris le choix d'une présentation segmentée suite aux travaux de Van der Broek qui ont montré que ça nous permettait de beaucoup mieux appréhender le processus lui-même. Après, au niveau de la littérature, on a vu qu'il est important, lors de la présentation d'une histoire narrative, d'avoir une prosodie marquée, c'est-à-dire d'avoir une intonation de la voix qui soutient les émotions des personnages, les événements, etc. Et également les illustrations, c'est-à-dire que présenter les illustrations du récit, ça va soutenir la compréhension. Donc quand on évalue un processus de la compréhension de récit, il faut utiliser une prosodie marquée et présenter les illustrations qui vont soutenir ce récit. Enfin, c'est poser la question de comment obtenir les réponses des enfants. Donc là, au niveau de la littérature, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui préfèrent avoir des réponses déclaratives. Donc les enfants vont écrire ou dire oralement s'ils ne savent pas écrire les réponses aux questions inférentielles. D'un autre côté, il y en a d'autres qui préfèrent faire une tâche de choix multiple, c'est-à-dire demander à l'enfant de sélectionner soit une phrase, soit un mot, etc., qui renvoie à l'inférence. Donc là aussi, les travaux de l'équipe de Van der Broek ont montré que utiliser les travaux de Wakil, ont montré que utiliser une tâche de choix multiple permet de plus facilement appréhender les réponses des enfants, parce qu'on sait que dès le plus jeune âge, parfois, les enfants ont produit l'inférence, mais ils ne pensent pas forcément à l'expliciter. Et donc quand on leur demande de déclarer, des fois, ils l'ont fait. Mais pour eux, ça ne semble pas pertinent de le dire. Et donc nous, on va croire qu'ils ne l'ont pas fait. Et on a vu tout à l'heure que les capacités langagières influencent la production d'inférence. Donc si dans la réponse elle-même, le langage influe, on sait plus si les enfants, on évalue leur processus ou la manière dont ils ont fait leur réponse. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi une tâche de choix multiple. Tout ça pour revenir sur l'objectif de la thèse. Il faut savoir que cette thèse elle a été réalisée dans le cadre d'un projet ANR, le projet Infécomp, qui évaluait le niveau de compréhension des enfants de grande section ACM2. Donc il y avait deux cohortes, une à Montpellier, grande section AC1 sur laquelle j'étais, et une à Paris de CE2 ACM2. Donc moi, le but de ma thèse, c'était de développer un matériel pour évaluer le processus inférentiel des enfants de grande section AC1 lors de l'écoute d'un récit narratif. Est-ce que j'ai eu le temps de présenter la suite ou pas? Donc, pour faire cela, on a sélectionné 2 albums par niveau scolaire parmi une collection de 16 albums. Donc il y avait 2 albums de la collection Petit Coq pour les grandes sections, 2 albums de la collection Les Petites Poules pour les CP, et 2 autres albums de la collection Les Petites Poules aussi pour les C1. Il faut savoir que la collection Petit Coq et Les Petites Poules sont reliées. Petit Coq est le père des Petites Poules. Donc ces histoires-là, on les a scannées et on a enlevé tout texte pour garder que les illustrations. On a enregistré une voix féminine qui racontait l'histoire avec une prosodie marquée. Et donc les enfants, quand on est dans les écoles, ils avaient tous exactement la même histoire. Le fait d'enregistrer nous a permis de contrôler que chaque enfant entende exactement la même chose. Parce que les travaux d'André Tricot, qui du coup viennent de partir, ont montré que les temps de pause dans un récit peuvent influencer la compréhension. Donc il était important que tous les enfants aient exactement les mêmes temps de pause. Donc on leur présentait l'histoire avec les enregistrements audio et les illustrations, et quand une inférence était attendue, on coupait l'histoire, et on leur distribuait une feuille comme celle-ci. Là-dessus, ils ont une image qui représente l'inférence attendue, une image dite littérale, donc qui représente la situation au moment où on s'arrêtait, mais où l'inférence ne serait pas produite, et enfin une image hors sujet pour vérifier que les enfants écoutent bien. Ça, on l'a fait 10 fois pour chaque histoire. Donc l'histoire en tout, elle s'arrêtait 10 fois, et les enfants répondaient sur 10 feuilles différentes. Et cette méthodologie, on l'a utilisée dans 4 études. 2 études dans un premier axe qui nous a permis de vérifier notre matériel et surtout de l'utiliser et de l'améliorer. Donc une première étude qui nous a permis de vérifier qu'à 5 ans, on peut bien utiliser des images et qu'ils la choisissent parce qu'elle est juste et non pas parce qu'elle est jolie. Une deuxième étude qui nous a permis de voir l'intérêt d'utiliser des récits de niveaux différents pour évaluer des niveaux scolaires différents ou au contraire d'utiliser un même récit pour évaluer 3 niveaux scolaires différents. Ensuite, dans un second axe, on a voulu travailler sur les différents contextes d'évaluation, ce qui nous a permis aussi de s'assurer de la validité externe de notre méthode. Donc pour ça, on a comparé des enfants issus de milieux scolaires REP+,
donc qui bénéficiaient du programme d'éducation prioritaire fort, et on les a comparés à des écoles hors éducation prioritaire. Ensuite, on a aussi comparé l'effet du Covid et de l'absence de temps en classe, et donc on a regardé si les capacités inférentielles des enfants avant le Covid étaient égales, inférieures ou supérieures aux capacités inférentielles des enfants après le Covid. Et donc, je vous invite à venir le 14 décembre pour la suite.